Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis permis de reculer la table et je vais passer la conférence assis, puisque vu que le sport c'est la santé, je me suis fait mal au foot et j'ai le genou en carafe, donc c'est une posture volontaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'activité physique pour essayer d'améliorer le bien-être professionnel. Euh, Globalement, je ne vais pas revenir sur la notion de santé mentale. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu aujourd'hui et qu'on a déjà développé. Par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est d'aller dans cette notion de la santé mentale. Aussi venir sur le fait que la santé mentale, c'est pas seulement une absence de psychopathologie, c'est aussi un état de bien-être que les individus peuvent avoir et dont ils peuvent jouir. Et donc c'est un peu plus sur cette dimension-là de la santé mentale euh, sur laquelle je vais parler aujourd'hui. Quand on parle de bien-être au travail, finalement, de quoi est-ce qu'on va parler? Notre bien-être, en fait, finalement, on peut considérer ça comme un construit assez général et qui après va pouvoir se développer selon les centres d'intérêt de l'individu, selon les contextes de vie, les lieux de vie, etc. Donc on pourrait développer le bien-être au travail. On a aussi le bien-être dans les loisirs. Par exemple, je suis dans un club de foot, donc j'ai mon bien-être qui est lorsque je suis en train de jouer avec mes copains, etc. etc. Bien-être familial, bien-être parental, bien-être privé, etc. etc. Et si l'on descend un petit peu dans ce construit du bien-être lié au travail, on va avoir finalement un bien-être qu'on va pouvoir appeler hédonique. Donc un bien-être qui va être très centré sur les humeurs et les émotions que vont ressentir les individus. Euh, et puis on va avoir un bien-être qui est lié finalement à une autre conception du bien-être qui pendant longtemps a été opposée au bien-être hédonique. Et puis maintenant avec les récentes recherches, surtout dans le domaine du travail, arrive à une idée qu'on est plus sur une autre composante du bien-être qui intervient dans des intervalles de temps différents, qui renvoie plus à des processus cognitifs que des processus affectifs. Mais c'est ce qu'on appelle le bien-être eudémonique. Lui, il fait plus référence à l'idée d'un fonctionnement optimal de l'individu et d'un accomplissement potentiel. De façon très concrète, lorsqu'on va s'intéresser à ces deux types de bien-être-là, on va encore pouvoir les différencier à la fois en un côté négatif et un côté positif. Toujours cette idée de pas seulement s'intéresser au négatif, mais aussi au positif. Dans les indicateurs positifs, on va par exemple avoir ce qu'on appelle la satisfaction liée au travail. Est-ce que je suis satisfait de mon activité professionnelle? La vigueur. Est-ce que je sens que j'ai de l'énergie pour pouvoir faire mon travail à la fois sur le plan cognitif, affectif, physique? On va aussi avoir les notions d'engagement, etc. Et puis tout ce qui va être les affects liés au travail. Un exemple, ça pourrait être, tiens, j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir la pêche au travail. C'est vraiment le sentiment d'avoir de la vitalité, de la vigueur physique. Des indicateurs plus négatifs de ce bien-être hédonique, ça va être par exemple tout ce qui va être les affects liés un peu plus négativement ou tout ce qui va être les affects un peu plus liés au burn-out. Donc ça, c'est un mot dont on entend beaucoup parler. On a aussi tout ce qui pourrait toucher des symptômes dépressifs, qui n'est pas vraiment la dépression, mais des symptômes dépressifs. Un exemple, ça pourrait être je me sens épuisé par mon travail. Et ensuite, quand on va sur le bien-être démonique, on est sur des indicateurs positifs où on va un peu plus faire référence à ce dont Rebecca parlait tout à l'heure, les trois besoins psychologiques fondamentaux, besoin d'autonomie, des relations positives. On va aussi avoir la question de l'estime de soi, les différentes estimes de soi. Et un exemple de ces indicateurs positifs du bien-être démonique, ça pourrait être je me sens libre dans la façon de faire des choix, de faire mon travail, je suis libre de le faire comme je le souhaite. Et on va aussi avoir un indicateur qui est un peu plus négatif, qui pourrait être lié à un sentiment de contrôle, de ne pas avoir la possibilité d'être dans des process où on me dit quoi faire, comment le faire, avec qui le faire, et j'ai pas le choix, j'ai pas la possibilité de dire ce que je veux faire. On peut avoir aussi des relations qui vont être négatives au travail, etc. Donc par exemple, on pourrait avoir des relations très tendues avec mes collègues, c'est pas lié à un instant T dans une journée de travail, c'est quelque chose d'assez diffus et en continu. Globalement, les dernières recherches qui existent, c'est notamment Utah et ses collaborateurs qui ont pas mal développé ces idées-là et se sont intéressés à faire une revue de tous les indicateurs du bien-être qui pouvaient exister dans l'environnement professionnel et essayer de se dire finalement, est-ce qu'ils sont dans le bien-être hédonique, dans le bien-être eudémonique, etc. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion que finalement, il y a plus, il y a un peu un flou entre ces deux concepts-là. Le bien-être hédonique étant quelque chose de plus situationnel et un peu plus affectif, tandis que le bien-être eudémonique est un peu plus cognitif et un peu plus long dans le temps, d'accord. Mais les deux s'interagissent. Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de vous présenter plutôt deux indicateurs du bien-être au travail qui sont davantage considérés comme des indicateurs, on va dire, hédoniques, mais s'ils poursuivent dans le temps, et c'est là où ça rejoint bien cette idée que finalement
une dégradation du bien-être hédonique peut conduire à une dégradation du bien-être eudémonique par la suite. Ces deux indicateurs du bien-être au travail, notamment le burn-out, s'il continue à perdurer dans le temps, il va aller impacter le bien-être eudémonique de l'individu. Donc, burn-out, mot qu'on entend énormément dans différents contextes, des fois à tort et à travers, et un autre pendant qui est la vigueur. La vigueur, c'est plus un concept que longtemps on a opposé au burn-out en disant si quelqu'un n'a pas un niveau élevé de burn-out, alors il aura un niveau de vigueur élevé. Et inversement, c'est parce que j'ai un niveau de burn-out élevé que je ne peux pas faire preuve d'engagement au travail. Finalement, la littérature, elle a montré que ce n'était pas une relation bipolaire, c'est plutôt une relation bivariée, c'est-à-dire que en général, la corrélation qui existe entre les deux construits, elle est de 0,60, moins 0,60. Donc c'est-à-dire que quand l'un a tendance à être élevé, l'autre a tendance à être bas, mais dans le temps, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui augmente que l'autre diminue. Il y a des effets délayés dans le temps, on y reviendra un peu plus tard. Le burn-out, c'est quelque chose dont on entend énormément parler. Il y a très peu de chiffres qui existent aujourd'hui sur le burn-out. Le burn-out souffre d'une problématique principale, c'est qu'il n'est pas reconnu comme une pathologie liée au travail. Il est reconnu comme un syndrome qui peut survenir dans le contexte professionnel. C'est comme ça que l'Union européenne l'a classé et que l'OMS l'a classé. Mais petit à petit, finalement, on se rend compte que cette définition-là, elle n'est pas encore assez précise et que ça pourrait commencer à être un trouble un peu plus important qui pourrait très bien rentrer dans des manuels de psychiatrie. Et la mission parlementaire sur le burn-out, elle a fait état de globalement un demi-million de cas par an. Donc il y a un demi-million de Français qui vont développer un burn-out chaque année. C'est quelque chose qui est repris dans les plans du ministère du Travail et le ministère de la Santé, donc le plan de santé au travail 2014, 2017 et 2021 le dernier, où ils font état de cette problématique d'épuisement professionnel et qu'il faut s'en saisir et y faire très attention. Et on a un rapport qui a été commissionné par la Commission européenne et qui s'appelle Eurofound en 2018 et qui, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, a montré que finalement 20% des travailleurs européens ont déjà fait l'expérience d'un burn-out. Le font ou l'ont déjà fait. Donc on a un actif européen sur 5 qui est ou a été confronté à une situation d'épuisement professionnel. Je vous laisse considérer combien de personnes dans la salle sont concernées. La problématique principale avec le burn-out, c'est son problème de conceptualisation. C'est quelque chose qui, à la base, a été identifié pour la première fois en 1974 aux États-Unis par Freudenberger, qui s'est rendu compte d'un phénomène d'épuisement précoce chez des jeunes médecins qui travaillaient dans des structures caritatives. Et en fait, ils arrivaient et ils s'épuisaient très très rapidement. Là où leurs collègues un peu plus expérimentés ne s'épuisaient pas de cette même façon-là. Après, d'ailleurs, on a eu Madame Maslach qui a largement contribué à la conceptualisation de ce qu'est le burn-out, avec une approche qu'elle a eue en allant faire des interviews de terrain et en essayant de faire remonter des informations pour construire un modèle théorique. Donc finalement, ce n'est pas la théorie qui a drivé cette conceptualisation-là, c'est les données de terrain, avec toutes les limites que ça amène, puisque finalement, elle a considéré au début que le burn-out était seulement un syndrome qui pouvait être développé chez les professions qui étaient impliquées socialement auprès d'autrui. Donc un codeur en informatique ne peut pas développer un burn-out, selon la définition de Madame Maslach. Après, elle a essayé de modifier finalement ce modèle théorique-là, mais le fait qu'elle ait utilisé des données de terrain, etc., pour construire le questionnaire et la théorie qu'elle en a créée, elle s'est retrouvée un peu étriquée dans ce modèle-là. Et il y a un autre modèle qui est apparu, qui est le modèle de Harry Shirom, qui était un chercheur qui était israélien à Tel Aviv, qui est décédé il y a 7-8 ans, je crois, et qui a passé énormément de temps dans sa vie à s'intéresser à ça, notamment à la santé mentale des individus dans les contextes professionnels. Et lui, il s'est appuyé sur une théorie qui s'appelle la théorie de conservation des ressources de Hopfol, qui est une théorie on va dire au sens large en psychologie, qui considère que les individus, finalement, ils ont dans leur vie de tous les jours un certain nombre de ressources à leur disposition et que leur chose la plus viscérale, c'est de les conserver. D'accord ? Ils ne veulent surtout pas les perdre. Et parfois, ils doivent parier, les investir
dans l'objectif d'en avoir un peu plus. C'est très abstrait, mais c'est exactement ce qu'on fait finalement avec la ressource financière qui est l'argent, parce qu'il y a différentes catégories de ressources. Si je vous prends l'argent, ben voilà, vous ne voulez pas perdre ce qu'il y a sur votre compte en banque, et puis des fois vous faites des investissements locatifs, etc., en vous disant ça va me rapporter un peu plus. Quand vous avez cette logique-là, c'est un petit peu l'idée de la théorie de la conservation des ressources, avec deux paradigmes, notamment le premier qui est de dire finalement quand je perds 10 euros, ça me fait toujours plus mal que si je gagne 10 euros. Ce qu'on appelle la primauté des pertes. Hopfol et Chirom ont pas mal travaillé ensemble. Ils ont notamment rédigé un papier qui est sorti en 2018, après la mort de Chirom, et qui est assez intéressant, et qui est arrivé à dire finalement, les individus ont, au-delà des ressources matérielles qu'ils peuvent avoir, des ressources personnelles, etc., ont 3 ressources fondamentales énergétiques. Des ressources cognitives, des ressources émotionnelles et des ressources physiques. Et ces 3 ressources-là permettent à l'individu de s'engager pour acquérir d'autres types de ressources-là. Et c'est sur cette théorie-là que Chirom a conceptualisé le burn-out, en disant finalement, le burn-out, ça va être une réponse affective à un stress chronique dans l'environnement de travail qui va conduire l'employé à épuiser ses ressources physiques, émotionnelles et cognitives. Il va plus loin que la conception de Maslach. D'accord ? La conception de Maslach, elle s'intéressait beaucoup à peut-être ce qu'après d'autres ont critiqué comme étant plus une stratégie de coping, et puis d'autres peut-être plus une conséquence de l'épuisement. D'accord ? Donc Maslach disait que quand on est épuisé émotionnellement, on a comme conséquence de faire une dépersonnalisation, d'être devenir cynique, entre guillemets. Ça, on considère plus ça comme une stratégie de coping. Et puis la conséquence, c'était la réduction de l'accomplissement personnel. Je considère que finalement, ce que je fais, ce n'est pas lié à moi, et que tout ce qui arrive de mal, c'est lié à moi. Et puis quoi que je puisse faire, finalement, c'est pas bien ce que je fais, etc. Et c'est plus une conséquence. Chirom se centre donc sur cette notion d'épuisement. D'accord ? Et renvoie le concept de burn-out à cette notion seule d'épuisement de ces 3 ressources-là. C'est assez bien défini et caractérisé. Et par exemple, l'épuisement émotionnel, ça pourrait avoir le sentiment de ne pas avoir assez d'énergie émotionnelle pour pouvoir s'engager dans des relations sociales avec autrui. Par exemple, on peut très bien penser à un collègue qui est en situation d'épuisement émotionnel ne va pas être capable d'écouter un autre de ses collègues qui a des problématiques, ou un autre de ses collaborateurs qui a des problématiques, etc. Parce que ça lui coûte trop émotionnellement. Il n'a plus de ressources pour le faire. Sur le point de vue de la fatigue physique, ça va vraiment être un manque d'énergie physique, pas seulement au sens est-ce que je suis capable, je sais pas moi, de soulever 50 kilos à la presse. Non, c'est pas cette idée-là. C'est vraiment un ralentissement général de l'organisme parce qu'il y a un manque d'énergie, des grosses difficultés aussi quand on se réveille le matin, etc. Les gens disent que les gens qui sont en situation de burn-out, à des stades élevés de burn-out, disent qu'ils n'ont jamais eu autant de mal à se lever le matin. D'accord ? C'est pas juste bon, ce matin je suis un peu de mal à me lever. On est vraiment sur un niveau de fatigue qui est très élevé. Et ensuite, on a la lassitude cognitive. C'est les difficultés que l'individu va avoir à s'engager dans des tâches où il va devoir faire preuve d'une intense réflexion, il va devoir switcher d'une tâche à une autre, il va devoir mobiliser plein de variables, etc., prendre des décisions assez complexes et difficiles. Donc là, l'individu, vraiment, il ne va plus avoir la possibilité de faire ça. Ce sera trop compliqué, trop difficile. On n'a plus ces ressources-là. Un peu plus tard, après l'avènement de la psychologie positive au début des années 2000, Chirom s'était déjà questionné un petit peu sur cette notion-là, et dans le burn-out, il y avait le burn-out de Maslach dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il y avait son pendant qui est l'engagement, un autre concept qu'elle a co-développé notamment avec un auteur qui s'appelle Schofeli. Et on peut faire à cette notion d'engagement professionnel la même critique que ce qu'on peut faire au burn-out de Maslach. Finalement, il y a la vigueur qui est un sentiment important et complètement centrale. Et puis les 2 autres dimensions peuvent être parfois critiquées en disant finalement c'est pas forcément le cœur de la vigueur au travail. Chirom il va considérer lui que la vigueur au travail c'est la sensation de posséder un niveau optimal de ces 3 ressources-là. La notion de optimal elle est importante, c'est pas maximal, c'est optimal pour pouvoir faire mon travail. C'est-à-dire que j'ai juste assez de ressources pour pouvoir faire les tâches qui comptent dans ma vie. D'accord ? Et notamment au travail. Donc c'est vraiment un état affectif que les individus vont associer à leur travail. Donc les pendants sont assez similaires, énergie émotionnelle, forme physique et vivacité cognitive. Donc ça c'est un peu pour vous caractériser bien les 2 indicateurs que je vais reprendre dans la présentation, ce qui permet au passage de bien repréciser ce qu'est le burn-out.
Et je vais revenir sur un modèle que Rebecca a déjà présenté tout à l'heure, qui est un modèle globalement qui s'appelle le job demande ressources model, qui a été proposé